BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, merci d'être avec nous. Ça fait 10 jours que le Bitcoin est dans son range entre les 60 et les 70 000 dollars et la présidentielle américaine est dans 10 jours. Faut-il attendre que cet événement passe pour lancer enfin le bull run que beaucoup d'investisseurs attendent? Et puis les altcoins dans tout ça, même Ethereum fait grise mine, il peine à décoller, on en parlera avec Stéphane Yefra. Bonjour Stéphane qui est en ligne avec nous, responsable des solutions d'investissement chez CoinHouse. Et puis on a eu une hype il y a quelques mois pour les tokens IA, mais pour lui désormais, ce n'est pas que de la spéculation. Il va tout nous expliquer, tout nous dire ce qu'il y a derrière ces tokens. C'est Youssef El Mansouri. Bonjour Youssef, qui est en ligne avec nous également, cofondateur et CEO de Sesterce. Et puis enfin, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, serait en discussion avec des plateformes pour intégrer son fameux token BULD, son fonds monétaire tokenisé comme collatéral dans des produits de trading crypto-dérivés. Selon des rumeurs rapportées par Bloomberg, BlackRock mènerait des négociations avec des plateformes crypto de premier plan. Et puis on reviendra aussi évidemment sur le rachat de Bridge par Stripe. C'est le plus grand rachat de l'histoire de l'opérateur de paiement. Les stablecoins sont désormais un enjeu stratégique et plus simplement une curiosité. Bonjour Louis Tellier. Bonjour. On en parlera avec vous évidemment en quelques instants, journaliste pour The Big Whale. Mais d'abord, Stéphane Yefra, je propose qu'on fasse un point quand même sur le marché crypto, à commencer par la reine des cryptos, le Bitcoin, qui je le disais est dans un range depuis 10 jours, qui cale un petit peu entre les 60 et les 70 000 dollars. On a la présidentielle américaine dans 10 jours. Est-ce que c'est cet événement-là qui à la fois accélère un peu le marché, mais qui en même temps le bloque un petit peu de par son incertitude? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour moi, on n'est pas tellement dans un range, on est plutôt dans une tendance haussière de court terme, puisque depuis les points bas de début octobre, si on regarde le graphe sur le Bitcoin, on est plutôt dans une tendance haussière assez marquée, puisqu'on est passé de 60 000 dollars à environ 69 000 dollars. On a été tutoyer les anciens plus hauts de 2021. Si après on prend un tout petit pas de recul, on s'aperçoit que depuis les points bas d'août, où le BTC avait été touché un petit peu en dessous de 50 000 dollars, on est également dans une tendance haussière. Ça s'inscrit dans un très grand range qui est en route depuis mars. Effectivement, à court terme, ce qui semble, on va dire, caper un petit peu la hausse du Bitcoin, c'est certainement cette élection américaine où on voit bien que Trump est plutôt un facteur favorable à la hausse du Bitcoin. Les démocrates se sont quand même un petit peu rangés derrière Trump en ne faisant plus du Bitcoin, une sorte d'épouvantail. Donc on peut s'attendre qu'autour de l'élection américaine, on ait une accélération des prix du Bitcoin, sachant qu'en plus on est rentré dans une saisonnalité qui est plutôt favorable au Bitcoin, que ce soit dans l'année ou également dans le cycle du Bitcoin qui est très très lié au halving qui a eu lieu en avril dernier. Effectivement, Stéphane, on a depuis quelques semaines, quelques mois, clairement une tendance haussière de fond sur le Bitcoin. Bon, c'est pas forcément le cas du côté de la plupart des altcoins. Même la deuxième crypto la plus capitalisée du marché, Ethereum, fait un peu grise mine pour l'instant, malgré le fait qu'on a eu des ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés aux États-Unis au mois de juillet. Visiblement, ça n'aide pas trop le cours de l'Ethereum à décoller. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard? Est-ce que c'était pareil lors des cycles précédents? Alors effectivement, Ethereum est très en retard par rapport à Bitcoin. Depuis le début de l'année, Ethereum perd beaucoup de terrain par rapport au Bitcoin. Effectivement, il y a eu également le lancement des ETF spot fin juillet aux États-Unis. Si on regarde les collectes, respectives entre le BTC et Ethereum, il y a un très très large avantage à BTC. Rien que la semaine dernière, il y a eu un peu plus de 2,1 milliards qui ont été collectés sur les ETF spot BTC, quand les ETF spot ETH n'ont réussi à collecter que 89 millions. Donc la collecte est très très décevante, on va dire, sur l'ETH par rapport au BTC. Après, d'un point de vue historique, si on regarde les cycles précédents autour du halving, la half season dont tu parles, elle a plutôt tendance à démarrer environ 6 mois après le halving. Donc ça serait autour de octobre. Donc on serait peut-être au tout démarrage de cette half season qui devrait durer, si elle arrive, plutôt 12 mois. Et là, on voit quand même quelques frémissements. Il y a eu pas mal de coins dans le top 50 qui ont eu des performances ces dernières semaines
qui étaient notablement plus élevés que le BTC. Je pense à des SUI, je pense à quelques meme coins comme Dogecoin par exemple. Et ça, c'est pour moi une sorte de trace que l'appétit pour le risque de la part des investisseurs crypto est en train de revenir. Alors, il n'est pas massivement présent, mais il est en train de revenir et c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu observer les mois précédents. Et Stéphane, pour finir là-dessus, est-ce que vous pensez que si Altseason y a, est-ce qu'elle pourrait ressembler au Altseason qu'on a eu précédemment, c'est-à-dire où il y a un petit peu toutes les catégories de tokens qui se mettent à monter en même temps, ou alors là, ça va être plus par catégorie. Il y a des catégories qui vont s'apprécier et d'autres tout simplement qui vont pas spécialement s'apprécier, en tout cas pas proportionnellement à la hausse globale du marché. Alors, moi, ce qui me manque pour le véritable démarrage de la alt season, c'est une narrative. Il y a eu une alt season qui était liée à la DeFi, il y a eu une alt season qui était liée au NFT. Et là, ce qui manque un petit peu pour moi dans le marché, c'est une narrative qui expliquerait pourquoi tel ou tel, on va dire, secteur dans les altcoins peut avoir effectivement des raisons d'avoir une accélération sur les prix. En fait, ce qu'on a observé récemment, c'était plutôt les mêmes coins qui montaient. Il n'y a pas de véritable narrative derrière, si ce n'est l'appétit pour le risque, le fait que les gens finalement soient prêts à prendre du risque. Là, il manque un petit peu cet élément-là. Et j'ai du mal à voir aujourd'hui pourquoi l'ensemble des altcoins monterait dans les mois qui viennent s'il n'y a pas justement quelques narratifs pour expliquer ça. Et ben justement, ça tombe bien. En termes de fameuses narratives, on a notamment la narrative de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui a beaucoup fait parler. Et ça tombe bien parce qu'on est en ligne avec Youssef El Mansouri. Rebonjour Youssef, cofondateur et CEO de Sesterce. Et Bonjour, Youssef, oui. pour vous, il y a eu une sorte de hype avec des tokens IA qui étaient plutôt spéculative il y a quelques mois, voire quelques années pour certains tokens. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe et que finalement, ce n'est plus une hype. Il y a vraiment des raisons de croire que ces tokens IA vont s'apprécier, mais cette fois-ci pour des raisons fondamentales. Expliquez-nous. Effectivement, aujourd'hui sur le marché de l'entraînement d'IA, donc vraiment sur la puissance de calcul en carte graphique, on voit un vrai changement de paradigme. Là où sur les 2 dernières années, finalement la consommation de cartes graphiques était vraiment sur l'aspect training, donc entraînement des IA, on voit aujourd'hui de plus en plus un aspect inférence qui prend la main. Donc quand on parle d'inférence, c'est vraiment l'utilisation au quotidien des IA. Et quand on parle d'inférence, finalement, on peut se positionner sur des architectures qui sont plus décentralisées et qui sont un petit peu moins gourmandes et qui sont un petit peu moins exigeantes finalement par rapport à une infrastructure d'entraînement. Et donc sur ce genre finalement d'architecture technique, un modèle décentralisé fait sens. Et au vu de l'évolution du marché de l'inférence, qui arrive à être 4 à 5 fois plus gros sur les dernières estimations sur les 5 prochaines années que le marché de l'entraînement, il va y avoir un vrai besoin, une vraie demande d'architecture décentralisée sur ce domaine-là. Et donc on pourrait s'attendre à avoir des tokens de ce domaine-là. Je pense à des NIR, à des BitTensor qui pourraient s'apprécier sur les prochains mois. Alors pour suivre cette tendance. Qu'on comprenne bien, Youssef, si on n'est pas hyper calé dans le fonctionnement de l'IA, quand vous dites entraînement, c'est des protocoles d'intelligence artificielle qui sont tout simplement entraînés, testés. Et quand on parle d'inférence, c'est quand ils sont effectivement utilisés. Et vous pensez que maintenant, l'IA est de plus en plus utilisée, ça va l'être de plus en plus. Et donc certains tokens qui fonctionnent comme ça, en tout cas qui ont ça dans leur modèle, pourraient donc plus s'apprécier, c'est ça ? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de token qui travaille sur la partie entraînement, puisque sur la partie entraînement, fondamentalement, on ne peut pas la décentraliser, étant donné finalement le design et le besoin technique autour de l'entraînement. Il faut des pièces d'infrastructure qui soient liées dans un seul data center. Et aujourd'hui, on voit une tendance de ce qu'on appelle les foundation models. Quand on pense à des foundation models, on peut penser aux différents modèles, par exemple de Mistral, avec le Mistral large, de OpenAI avec GPT-4 par exemple. Tous ces modèles de fondation arrivent à un certain niveau de maturité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de startups ou de sociétés qui se positionnent sur ces modèles-là de fondation, notamment sur les modèles open source comme Llama de Meta. Et au lieu de réentraîner le modèle du début, ils vont plutôt faire du fine-tuning et avoir plutôt des besoins d'inférence, donc directement sur la couche applicative. Donc, ce qui fait que tous ces protocoles décentralisés qui étaient vraiment optimisés pour l'utilisation de l'IA,
aujourd'hui commence à faire sens et cette narrative, cette hypothèse pourrait nous amener une prochaine vague, un prochain bull run sur ces tokens-là sur les prochains mois. Et bah clairement, de toute façon, Youssef, on surveillera ça. Voilà, Stéphane nous a dit que potentiellement, il y aurait peut-être un début de frémissement du côté du Noël Season. Donc, on verra si ça sera bénéfique, en particulier pour les tokens liés à l'IA. Et d'ailleurs, Youssef, avec Sesterz, vous organisez un événement mercredi prochain à Paris sur l'IA. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Effectivement, donc Sesterz AI Vision, mercredi prochain au Philanthrope Lab dans le 5e à Paris. Donc il y a un événement sur toute la journée qui va venir apporter un panel de speakers qui sont vraiment des spécialistes du monde de l'IA et du computing. On retrouve des noms comme Jaz Gilbert de Nvidia, qui est le VP IMIA de Nvidia, Arnaud Codou, numéro 2 de la BPI, mais aussi des tables rondes hyper intéressantes sur le futur de l'IA, le futur du computing, la souveraineté de l'IA, avec des acteurs de choix, et notamment la ministre de l'IA et du numérique, Clara Chapaz, secrétaire d'État sur ces sujets-là. Donc un mix entre technologie, financement, souveraineté sur une journée complète, donc au Philanthrope Lab mercredi prochain. Eh ben, merci beaucoup, Youssef El Mansouri, donc cofondateur et CEO de Sesterz. Voilà, si vous êtes intéressé par l'IA et que vous êtes à Paris la semaine prochaine, allez-y. Il va y avoir plein de choses intéressantes. Bonne journée, Youssef. Merci d'avoir été avec nous. Louis Tellier, donc, on le disait en introduction, la semaine dernière, c'est une info qui nous vient de Bloomberg. D'après eux, BlackRock, donc le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, serait en discussion, voilà, avec certaines plateformes pour intégrer son fameux token Build pour pouvoir, faire marcher son fonds monétaire tokenisé avec des produits de crypto dérivés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est assez technique tout ça, tout simplement, qu'est-ce qui se passe avec cette info? Alors, le fonds tokenisé, donc monétaire de BlackRock, donc qui a été déployé, en tout cas plutôt révélé en mars, donc c'était déployé sur la blockchain Ethereum, en fait est un fonds monétaire tokenisé assez classique. Sauf que il est tokenisé sur la blockchain. Donc le gros avantage de tokeniser ce genre de choses sur la blockchain, c'est que ça permet d'être beaucoup plus composable, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir les rendements même à la seconde, à la minute, à l'heure, ce qui est aujourd'hui très difficile dans le système traditionnel. Autre point intéressant, c'est que ce fonds monétaire tokenisé et les rendements qui y sont associés sont représentés sous forme de token. Donc quand c'est représenté sous forme de token, c'est interopérable quasiment partout dans l'environnement Ethereum. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez le mettre en prêt et recevoir, en fait, emprunter un autre actif parce que vous avez mis justement ce fonds monétaire tokenisé en collatéral. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce collatéral-là, tant que vous le détenez, vous recevez donc un rendement. Parce qu'un fonds monétaire tokenisé, en fait, vous recevez des rendements, la plupart du temps, quasiment en grande majorité, qui sont issus donc, des bons du Trésor, soit américains, ou des bons du Trésor d'autres États, que ça peut être l'Europe. Et donc, j'en viens donc, du coup avec ces fameuses plateformes d'échange. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites du trading de dérivés, vous devez mettre en collatéral bien souvent, donc, que ce soit de la monnaie, que ce soit des stablecoins ou d'autres actifs. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez y mettre en collatéral un actif qui générerait du yield. Donc typiquement, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez toute, entre guillemets, la valeur ajoutée que peut avoir l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain, dans des produits tout à fait traditionnels de la finance traditionnelle. Donc Louis, en fait, là, ce qui se passe, qu'on comprenne bien, c'est un collatéral qui pourrait rapporter aussi des revenus, de l'argent, Exactement. Ce qui n'est habituellement pas le cas dans la finance traditionnelle. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Là, vous avez quelque chose qui est tout à fait composable et qui peut être paramétré. Vous pouvez intégrer beaucoup plus de paramètres que ce qui se fait actuellement dans la finance traditionnelle. Et puis, au-delà de cette nouvelle, ce qui était très intéressant, c'est qu'un des acteurs avec lequel discuterait BlackRock est Binance. Et comme vous avez peut-être suivi, Binance a écopé d'une très lourde amende aux États-Unis. Ils vont être obligés donc de quasiment changer de culture et d'intégrer une grosse part de culture réglementaire, de restructurer le groupe. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que Binance essaie de se relever.
Et finalement, il y arrive quand même pas mal, parce que même si aujourd'hui ils ont été... Comment on peut expliquer ce choix de BlackRock de discuter avec Binance en fait, parce que Binance aujourd'hui, c'est encore la plateforme numéro 1 en termes de volume, en termes de coins proposés sur sa plateforme. Aujourd'hui, même si tout le monde ne le crie pas forcément sur tous les toits, tout le monde veut avoir accès à la liquidité de Binance. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Binance a pris le marché. Aujourd'hui, même s'ils perdent un petit peu de part de marché, il reste encore aujourd'hui ultra dominant dans quasiment tous les domaines. Parce que pour les Américains de BlackRock, on aurait pu se dire ils vont peut-être discuter avec Coinbase. Et en fait, finalement... Alors, non, Binance, les plateformes qui sont citées, donc c'est OKX, Deribit et Binance. Et en fait, la raison pour laquelle ils ne discutent pas forcément avec Coinbase, c'est qu'en fait, la spécialité de Coinbase, au départ, ce ne sont pas les dérivés. Alors que la spécialité de Binance, enfin, une grosse spécialité et des activités qui rapportent beaucoup donc dans les plateformes, donc Binance, Deribit et OKX, c'est qu'en fait, ces plateformes-là ont très tôt proposé du produit dérivé sur crypto. Donc c'est pour ça que BlackRock discute avec ce genre d'acteurs, parce que ces acteurs-là savent comment ça marche, ont une solide expérience quand même de plusieurs années maintenant, et surtout savent comment faire de l'argent avec ce genre de produit. Donc c'est pour ça en fait que BlackRock discute spécialement avec ces acteurs pour intégrer son Beedle dans ce type de produit. Et pour Binance en particulier, ça pourrait être un coup intéressant, entre guillemets, le fait de travailler avec BlackRock là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez... Est-ce que ça pourrait être un signal majeur du fait, attention, on est encore là et on est encore les numéros 1 et largement devant? Oui, en fait, Binance travaille énormément à rester dans le coup, à rester à s'institutionnaliser en fait. C'est l'avenir des plateformes d'échange. Même si aujourd'hui vous avez encore certaines plateformes qui ont des volumes intéressants et qui ont des KYC, donc c'est-à-dire des systèmes d'identification qui restent encore largement perfectibles. En fait, le futur des plateformes d'échange sur le long terme, c'est d'être institutionnalisé et de rapprocher leur structure de celle d'entreprises financières traditionnelles. Donc là, effectivement, le fait que Binance discute avec BlackRock, ça veut dire d'une part que Binance est incontournable, et ça veut dire aussi d'autre part que, si vous voulez, si Binance arrive à créer un partenariat avec BlackRock, en fait, si vous voulez, vous avez un petit peu le saut BlackRock, c'est-à-dire que depuis que BlackRock est rentré dans le jeu avec les ETF, avec ce Beedle, rentré officiellement dans le jeu, c'est quand même depuis maintenant plusieurs années qu'ils travaillent sur ce genre de sujet. Binance serait en quelque sorte adoubé entre guillemets par BlackRock, oui, c'est ça qu'on peut dire. On peut dire ça en quelque sorte. Ouais. Stéphane Ifra, vous entendez ce que dit Louis Tellier là depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? C'est que finalement, en quelque sorte, ça pourrait être un coup intéressant pour Binance, et surtout que le fait qu'elle travaille que la plateforme travaille avec BlackRock, clairement, ça pourrait avoir un tampon intéressant pour cette plateforme. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Le vrai challenge va être quand même pour une plateforme comme Binance ou Deribit ou d'autres plateformes, de pouvoir accepter sur sa plateforme un token qui clairement est un actif financier. Donc ça va avoir potentiellement des contraintes ou des conséquences sur les enregistrements, sur la réglementation auxquelles ces plateformes qui ne sont pas vraiment habituées à avoir ce genre de contraintes vont devoir se soumettre. Pour moi, c'est un petit peu la seule limitation que je vois. Par contre, clairement, s'ils arrivent à trouver une solution pour qu'ils arrivent à travailler avec BlackRock, là, c'est un énorme coup marketing et aussi de repositionnement dans le marché. Bon. Mais il y a des challenges. Clairement, il y a des challenges, il y en a beaucoup. Louis, on l'a vu aussi avec le rachat de Bridge par Stripe, le plus grand achat de l'histoire, tout simplement, de l'opérateur de paiement en question. C'est une grosse nouvelle parce que désormais, on se dit, les stablecoins, on n'est plus au stade expérimental, on n'est plus au stade il y a une sorte de hype, on teste. C'est là, carrément, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui. C'est un enjeu stratégique parce que payer en stablecoin, c'est plus rapide, c'est moins cher dans beaucoup de cas et ça désintermédie. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous passez par une blockchain publique, donc une blockchain qui est accessible à tous comme Ethereum, que vous allez payer en stablecoin, en fait, c'est la plateforme c'est la blockchain qui va s'assurer en fait de pas mal d'actions qui sont normalement prises en charge par des intermédiaires dans le système financier traditionnel. Et alors, ce qui est intéressant, donc déjà d'une part, c'est que Stripe, c'est un des principaux opérateurs de paiement dans le monde. C'est à peu près 20%
de ce marché, donc ils sont présents sur 20% de ce marché-là, et surtout, donc, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, c'est le plus gros achat de son histoire, et c'est aussi la plus grosse acquisition pour une entreprise crypto de l'histoire de l'industrie crypto. Donc en fait, il y a quand même... il y a beaucoup de records. Il y a quelques records effectivement qui sont tombés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait Stripe, depuis plusieurs mois, donc ils se sont remis à accepter les cryptos, alors qu'ils avaient arrêté pendant longtemps. En fait, là, on les voit clairement accélérer parce que les stablecoins aujourd'hui sont un moyen de paiement qui va devenir de plus en plus incontournable pour les raisons que j'ai citées avant. C'est moins cher, c'est plus rapide. Donc déjà, vous avez ces deux éléments-là. Et puis qu'en fait, il y a aussi, je le mentionne souvent sur ce plateau, il y a aussi un changement de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, payer en stablecoin, ça peut paraître un petit peu barbare pour des générations au-dessus de la mienne. En fait, pour des générations qui sont en dessous de la mienne, aujourd'hui, c'est quasiment incontournable. Ça va devenir une évidence ? Ça va devenir effectivement une évidence. Et aujourd'hui, on le voit clairement, quand les stablecoins en fait étaient des objets de curiosité, on va dire, il y a encore quelques mois, voire quelques années, en fait aujourd'hui, ce rachat par Stripe montre bien que en réalité, c'est un enjeu stratégique, et c'est un enjeu stratégique donc qui ne peut pas être ignoré. Puis la deuxième raison aussi, c'est que ces opérateurs de paiement, donc que ce soit PayPal, que ce soit Stripe, ont aussi quand même un intérêt. C'est qu'aujourd'hui, si les marchands commencent à accepter les stablecoins, ils seront plus forcément obligés de repasser en monnaie traditionnelle. Donc s'ils sont plus obligés de repasser en monnaie traditionnelle, ils peuvent rester dans l'écosystème crypto. Et en fait, si vous voulez, à force, faire rentrer les stablecoins dans le jeu comme sorte d'équivalent pour les monnaies traditionnelles, ça permet à ces acteurs-là de rester sur blockchain, donc d'investir en blockchain, de diversifier leur trésorerie. Et ça bénéficie, on va dire, un petit peu pour tout le monde, parce qu'une nouvelle fois, ça désintermédie. Et ce qui est aussi très intéressant, parce qu'ils sont jamais loin, c'est que ces stablecoins-là sont émis par des émetteurs. Et ces émetteurs-là, en fait, ils ont un intérêt, c'est que leur réserve, qui est composée donc, de bons du trésor américain ou plus trivialement de monnaie traditionnelle, ils ont intérêt, en fait, que ça ne sorte quasiment jamais. Donc, effectivement, là, si vous restez en stablecoin, il n'y a pas de rédemption pour récupérer de la monnaie traditionnelle. Et s'il n'y a pas de rédemption, en fait, votre réserve continue à travailler, vous continuez à générer de l'argent. Et bien justement, Louis, en parlant d'émetteurs de stablecoin, vous avez avec The Big Whale réalisé une interview de Rune Christensen, exactement, le fondateur du coup de MakerDAO, qui veut faire clairement passer un cap, voilà, à l'émetteur du stablecoin centralisé en question. En quelques mots, rapidement, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette interview ? En fait, dossier qu'on peut voir à l'écran d'ailleurs. Exactement. Donc c'est une interview donc qu'a réalisé Raphaël Bloch, donc quand il était en Asie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez une tendance en finance décentralisée. Pour passer un cap, en fait, il faut développer tout un écosystème autour de ces stablecoins. Et jusqu'ici, MakerDAO était donc juste émetteur de ce qu'on appelle le DAI. Et en fait, récemment, ils ont lancé donc un équivalent quasiment du DAI, c'est l'USDS. Donc en fait, ce stablecoin a pour but de développer tout un écosystème en fait autour de lui, donc que ce soit des protocoles de DeFi, que ce soit des sortes de banques, des sortes de swaps. Et en fait, le fait de créer tout un écosystème va permettre normalement de mieux le développer et en fait d'avoir tout un écosystème qui est beaucoup plus adapté. Et en fait, ça montre aussi que même ces protocoles DeFi, en fait, leur volonté, c'est de passer à l'échelle au-dessus, c'est de scaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on était un petit peu en entre-soi et en fait, aujourd'hui, on voit une part du gâteau, on voit l'argent arriver et c'est tout ce que dit Rune Christensen dans l'interview que je vous invite à aller voir sur notre site. Et justement, à la fois ce sujet, on le voit sur l'écran, voilà, l'USDS permet de capter à la fois les rendements de la DeFi et de la fameuse TradFi. Donc, exactement, finance traditionnelle. Voilà, c'est ça, de la finance traditionnelle, c'est à lire dans The Big Whale. Merci beaucoup Louis Tellier, donc journaliste pour The Big Whale, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphanie Fra d'avoir été avec nous, responsable des solutions d'investissement chez CoinHouse. Et merci beaucoup à Youssef El Mansouri de nous avoir accompagnés en début d'émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h pour les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. BFM Business, BFM Crypto, le club.